Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la télésurveillance médicale en oncologie organisé avec l'Agence régionale de santé Occitanie et l'assurance maladie. Je m'appelle Marine Guy et je suis coordonnateur médical au DSRC Onco Occitanie. Maintenant, je vais vous présenter le programme de la session d'aujourd'hui. Donc, nous commencerons par une présentation de la télésurveillance médicale en oncologie en Occitanie, qui sera réalisée par Sylvie Cabane, chargée de mission innovation numérique en santé et télé-santé à l'ARS Occitanie, qui sera accompagnée de Carole Suarez, chargée de mission numérique en santé à la DCGDR, donc au niveau de l'assurance maladie, et de Titouan Lebert, chargé de statistiques au sein de la mission système d'information de la DRSM, donc également rattachée à l'assurance maladie. Cette intervention donc, sera suivie de différents exemples d'organisation avec des solutions de télésurveillance différentes. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'était de vous faire des retours avec les 3 solutions qui sont actuellement remboursées par l'assurance maladie. Malheureusement, les intervenants qui étaient pressentis pour un retour d'expérience dans le 31 n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc, il y aura 2 retours d'expérience. Le premier de l'Institut de cancérologie du Gard, qui sera réalisé par le docteur Éric Legouff, oncologue médical, accompagné de Brigitte Leboudet, IDEC, et Pauline Baudière, directrice opérationnelle donc au Gard. Et un deuxième retour d'expérience, cette fois-ci du centre hospitalier de Carcassonne, qui sera réalisé par le docteur Jean-Luc Labouré, onco-hématologue, accompagné de Cécile Perrard, infirmière de coordination. Donc après ces différentes interventions, nous aurons un temps d'échange et c'est pour ça que c'est très important que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure dans le module QR, je me répète, qui normalement apparaît en haut de votre écran. Nous avons aujourd'hui également parmi nous le docteur Clarisse Roux, qui est pharmacienne à l'Omédite Occitanie et qui pourra répondre à vos questions à la fin de ce webinaire, et également François-Xavier Boutin, qui est chef de projet télésanté au Grady Santé Occitanie. Voilà, je vous propose qu'on commence sans plus attendre par la première intervention, donc de présentation de la télésurveillance. Sylvie, je te laisse prendre la main et partager ton écran. On va vous présenter à 3 voix, avec mes collègues de l'assurance maladie, les principes de la télésurveillance médicale qui est remboursée depuis le 1er juillet 2023, après plusieurs années d'expérimentation. Le projet régional de santé et la feuille de route régionale de télésanté a pour ambition en Occitanie de développer la télésurveillance médicale pour les pathologies remboursées par l'assurance maladie. Et on commence donc aujourd'hui par la pathologie cancer. Donc pour nous, aujourd'hui, donc, il s'agit de vous présenter les, les grands principes de cette télésurveillance, de quoi on parle, comment ça marche, comment c'est rémunéré, comment on facture. Et donc, on fait ça en association avec l'assurance maladie et le dispositif régional Onco-Occitanie pour proposer des actions pour développer cette télésurveillance. Euh, nous allons surtout partager les expériences des professionnels de santé ou en établissement qui ont mis en œuvre cette télésurveillance. L'ARS et l'assurance maladie, donc comme on vous l'a dit, c'était plutôt pour promouvoir les organisations et non pas de promouvoir un dispositif médical numérique en particulier, hein. Euh, voilà, donc de quoi on parle quand on parle de télésurveillance médicale? C'est un acte de télémédecine la télémédecine compose avec le télésoin, ce qu'on appelle aujourd'hui la télésanté. Ce sont des définitions réglementaires. Et donc, la télésurveillance médicale, on y croit depuis longtemps, et parce qu'on sait qu'elle a un impact organisationnel, ça a déjà été prouvé dans différentes expérimentations. Elle a aussi un impact, elle peut avoir aussi un impact pour les patients en termes de qualité de vie, de morbidité, de mortalité. Enfin, donc, sur l'aspect impact organisationnel, elle permet d'optimiser le parcours et d'améliorer les organisations. Elle peut renforcer la coordination et elle renforce la coordination entre les professionnels de santé autour du patient. Et puis, elle diminue le recours aux hospitalisations, aux urgences et les transports.
Pour le patient, elle améliore donc son suivi, comme on l'a vu, avec différentes possibilités d'impact, mais c'est une meilleure prise en charge, notamment pour les patients atteints de maladies chroniques. Mais demain, il y aura peut-être des solutions pour améliorer la prise en charge des patients qui sont en post-phase aiguë. Et donc, pour les patients, quand ils retournent à domicile, et donc ça permet de prévenir des complications et ça permet aux professionnels donc d'ajuster, d'anticiper et d'ajuster la prise en charge du patient. Donc, la télésurveillance médicale, comment ça marche? Ben, c'est un professionnel médical, donc c'est un médecin, hein. Aujourd'hui, c'est un professionnel médical, médecin ou sage-femme s'il y a des solutions, ou chirurgien dentiste, qui est dit un opérateur de télésurveillance médicale, hein. C'est les textes réglementaires qui appellent l'équipe médicale opérateur, et donc qui interprète à distance grâce à un dispositif médical numérique qui émet une alerte. Et là, j'insiste dessus, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un algorithme qui émette des alertes et donc qui interprète les données qui sont nécessaires au suivi médical du patient. Et le cas échéant, ben, ce médecin prend des décisions relatives à la prise en charge. Les données transmises peuvent l'être de manière automatique ou saisies par le patient dans un formulaire. Il y a différentes façons de transmettre les données de suivi. Pour être remboursé par l'assurance maladie, ben, ce dispositif médical numérique, hein, parce que sans lui, on va faire de télésurveillance médicale tel que c'est défini, il doit obtenir de la part de la Haute Autorité de Santé une évaluation favorable et de l'intérêt attendu. Donc c'est la haute et de l'éligibilité à un accès éventuellement anticipé au remboursement. Donc l'évaluation, l'intérêt attendu, ben, il peut être organisationnel, comme on l'a vu tout à l'heure, ou en matière d'impact pour le patient, qualité de vie, morbidité, mortalité. C'est la HAS qui définit ce niveau. Et de la part ensuite de l'Agence du numérique en santé, un certificat de conformité et d'interopérabilité et de sécurité aux exigences de la doctrine nationale du numérique en santé, de ce dispositif médical numérique. S'il n'y a pas ces deux tampons, hein, si on peut le dire comme ça, HAS et ANS, le dispositif médical numérique ne peut pas être remboursé. Et bien évidemment, les équipes médicales qui travailleront avec ce dispositif remboursés seront remboursés et ceux qui utiliseront des dispositifs non remboursés ne pourront pas être remboursés. Donc, lorsqu'un dispositif obtient le remboursement par l'assurance maladie, ensuite, il fait l'objet de la publication d'un référentiel. C'est un référentiel qui est établi par le ministère de la Santé sur les avis formulés par la Haute Autorité de Santé. Et donc, ce référentiel précise beaucoup d'informations, et donc notamment les indications de prise en charge, les critères d'inclusion et d'exclusion des patients, les professionnels impliqués et leurs qualifications, les modalités de suivi des patients, les besoins en matière d'accompagnement, l'accompagnement thérapeutique, la formation des patients ou autres, les modalités de prescription qui sont précisées dans chaque référentiel, et le niveau, notamment le niveau de remboursement de cette activité pour les opérateurs ainsi que pour les industriels. Alors aujourd'hui, il y a 3 dispositifs médicaux numériques qui sont remboursés par l'assurance maladie, soit dans le cadre du droit commun, soit à titre de remboursement anticipé. Le temps de faire l'épreuve, et le remboursement anticipé, c'est le temps de permettre à un industriel de faire l'épreuve de sa solution pendant 12 mois. Donc aujourd'hui, nous avons la solution Curti, Résilience Pro et Continuum Plus, qui sont aujourd'hui remboursables dans le cadre du droit commun. Et donc là, je vais passer la parole à ma collègue Carole Suarez qui va vous expliquer quelles sont les missions financées et les tarifs. Oui, bonjour, Carole Suarez de l'assurance maladie. Donc, la télésurveillance au niveau de la rémunération, c'est la combinaison d'un opérateur et d'un dispositif médical. On va se concentrer plus particulièrement sur la partie opérateur. Donc, l'opérateur de télésurveillance, il a la charge de recueillir le consentement du patient, de choisir le dispositif numérique et de former le patient à son bon fonctionnement. La coordination entre professionnels de santé, puisqu'un objectif de la télésurveillance, c'est le partage d'informations et une meilleure coordination au sein de l'équipe de soins. Une fois que la télésurveillance a débuté, l'opérateur il a la charge de filtrer, d'interpréter les alertes qui pourraient nécessiter une action médicale. Pardon. Il a le soin également de mettre en place un accompagnement thérapeutique. Il peut cependant avoir recours éventuellement à une délégation non médicale. L'opérateur, il est rémunéré sur la base d'un montant forfaitaire
qui est fixé en fonction de la télésurveillance à laquelle il a recours. Pour la télésurveillance en oncologie, c'est un forfait niveau 2 qui est rémunéré 28 € par mois et par patient. Pour la télésurveillance en oncologie, il n'y a pas par contre de majoration possible. On va aborder un petit peu plus loin la partie facturation et sur la partie donc de droite qu'on ne va pas forcément détailler aujourd'hui, la partie exploitant, il est également amené à contractualiser pour assurer l'activité de télésurveillance et il perçoit aussi une rémunération. Et je repasse la parole à ma collègue de l'ARS. Voilà, donc, comment on se lance dans la télésurveillance médicale? On a identifié 8 étapes clés. Donc, définir les besoins et identifier les patients qu'on peut prendre en charge en télésurveillance. Mettre en place son projet d'organisation, définir son organisation, puis ensuite la mettre en place, enfin, voir comment on va se mettre en place. Choisir parmi les trois dispositifs, peut-être que demain il y en aura d'autres, mais choisir parmi les 3 dispositifs médico-numériques qui sont aujourd'hui remboursés dans le cadre du droit commun. Contractualiser donc avec cet exploitant du dispositif médical numérique. Déclarer, on va le voir après, donc son activité auprès de l'ARS, parce que c'est une étape indispensable pour pouvoir être remboursé par l'assurance maladie. Il faut faire une déclaration auprès de l'ARS. Prescrire, donc selon les référentiels qui ont été publiés par le ministère, donc prescrire la télésurveillance médicale selon les modalités précisées. Puis ensuite, une fois qu'on a télésurveillé, facturer selon un rythme qui vous sera expliqué tout à l'heure par Carole sur RS, et puis assurer le suivi de ces patients. Et je voulais faire un zoom sur le volet un peu organisation. Il est possible dans le cadre de la télésurveillance médicale, donc comme j'ai dit, c'est une télésurveillance qui doit être réalisée par un médecin, mais il est possible de déléguer soit des activités médicales, soit des activités non médicales. Et donc, il y a différents cadres juridiques qui encadrent ces délégations, qu'elles soient médicales et non médicales. Donc, par exemple, un médecin qui est opérateur en établissement de santé, s'il délègue des compétences médicales à des membres de son équipe, ben, il doit le faire dans le cadre d'un protocole de coopération quand il s'agit d'une profession qui n'est pas médicale. Hein. Quand il délègue, par exemple, à une infirmière une activité médicale, ben, il faut que cette activité soit encadrée par un protocole de coopération. Et c'est aussi valable pour un professionnel libéral. Hein. C'est exactement pareil pour un professionnel libéral. Lorsque le médecin opérateur délègue des compétences non médicales, donc en établissement de santé, au sein de son équipe, il n'a pas besoin, puisque c'est au sein de son équipe et ce sont des compétences non médicales, il n'a pas besoin d'établir quelconque conventionnement. Voilà. C'est transparent. Par contre, quand il délègue des compétences non médicales à un tiers extérieur à son équipe au sein de l'établissement, à ce moment-là, quand ce sont des tâches non médicales, une convention qui encadre ces délégations non médicales et également la rétrocession d'une partie du forfait opérateur qu'il percevra à ce tiers extérieur pour les activités qui lui ont confiées. Et par exemple, les activités qu'on a vues précédemment, par exemple l'accompagnement thérapeutique ou le tri des alertes, ce sont des activités qui peuvent être confiées à un tiers, donc, dans le cadre de cette convention. Voilà, avec une mise en place d'une rétrocession d'honoraires. Et donc, pour un professionnel qui est en cabinet, eh bien, soit il fait toute l'activité, soit il délègue des activités médicales, donc comme on a vu, protocole de coopération non médicale, convention d'encadrement, s'il délègue avec une infirmière, par exemple, dans un établissement de santé. Donc, comment être remboursé? Et donc, comme je l'ai dit, il y a une déclaration obligatoire auprès de l'ARS. Donc, vous avez le lien. Vous pourrez c'est sur démarche simplifiée. Et donc, vous pourrez vous déclarer sur ce site. Et je repasse la main à Carole. Comment facturer? Donc, la facturation correspondant au forfait opérateur, elle est réalisée via la cotation du code TVB, qui est rémunéré 28 € par mois et par patient. Vous avez la possibilité de facturer de 2 façons.
une mensuelle qui est facturable au terme de chaque période de télésurveillance échue, et c'est la date de soin qui sera la date de mise en œuvre du forfait. Et la deuxième possibilité, c'est dans un ensemble de périodes, dans la limite de 6 mois, ce qu'on va appeler une facturation cumulée. Donc la facturation, elle se fait dans les conditions habituelles des droits des patients, hein, c'est-à-dire 100% si le patient est un ALD, 60% pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, avec un reste à charge de 40% par les complémentaires. Le forfait opérateur, par contre, il ne donne pas lieu à dépassement d'honoraires. Il n'est pas non plus cumulable avec d'autres actes associés, mais il ne fait pas échec à la prise en charge d'une consultation ou d'une téléconsultation si besoin. Et vous trouverez toutes les informations de facturation sur le site amélie.fr de l'assurance maladie. Et aussi, vous avez à disposition un guide de facturation qui a été mis en place sur le site du ministère. Voilà, donc effectivement, ça fait la transition avec ce que vient de nous dire Carole Suarez. Il y a des guides à disposition que vous pourrez trouver au travers d'une page dédiée à la télésurveillance en oncologie qui a été mise en place sur le site d'Onco Occitanie. Vous pourrez retrouver toutes ces informations ou les liens vers les sites de l'assurance maladie et du ministère. Merci. Donc, bonjour à tous, Titouan Lebert de l'assurance maladie. Du coup, je vais vous présenter quelques chiffres sur la télésurveillance en oncologie dans notre région. Donc, ces données proviennent du SNDS, qui est une base de remboursement de l'assurance maladie, donc où on a accès aux patients interrégimes affiliés à notre région. Donc, la période, c'est du 11 novembre 2023 au 31 janvier 2025. Et du coup, on a pris comme population, pour comparer, les patients en ALD cancer, donc ceux ayant eu au moins un jour d'ALD 30 sur la période. Et après, on a ciblé les patients avec télésurveillance. Donc, soit ils ont une télésurveillance remboursée avec une spécialité oncologie ou hématologie, ou alors ils ont eu un DMN remboursé sur la période. Du coup, on voit qu'il y a 5 départements qui ressortent et qui représentent en fait 95% des patients avec une télésurveillance en oncologie dans la région, avec en tête l'Aude avec 400 patients. Donc on voit qu'en Occitanie, il y a eu du coup 1020 patients avec une télésurveillance sur la période. Et on voit que si on le compare à la patientèle en ALD cancer, c'est moins de 0,5%. Et ce pourcentage est encore plus faible si on le compare à l'exhaustivité des patients avec un cancer. Donc c'est assez faible. Après, pour les catégories de cancer, pour la diapositive suivante, donc voilà, on a regardé les catégories de cancer parmi les patients du coup en ALD. Donc on a ciblé selon le code SIM10 de l'ALD des patients. Et donc on voit qu'il y en a certains qui n'ont pas d'ALD pour cancer, donc 8,5%. Et du coup, on a regroupé ces codes SIM10 par catégorie. Donc on voit ce qui ressort le plus, c'est le cancer du sein, les organes digestifs, les organes respiratoires, les organes génitaux de l'homme, etc. Et après, pour finir, on a regardé sur la diapositive suivante donc l'évolution de la première prise en charge par télésurveillance sur la période. Donc on a regardé le mois à laquelle les patients avaient eu leur première télésurveillance. Donc on voit que sur les 2 premiers mois, il y a la majorité une bonne partie des patients qui ont eu leur première télésurveillance. Et on voit après, à partir de janvier 2024, qu'il y a une augmentation de l'incidence qui se fait petit à petit jusqu'à septembre 2024, suivi d'une baisse sur 2 mois. Et on voit que pour le début d'année 2025, ça repart à la hausse. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci pour cette présentation. Je vous propose qu'on continue avec notre deuxième intervention, qui est le retour d'expérience d'Oncogare. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Okay. Donc du coup en pratique, donc moi je suis le docteur Le Gouffre, là je suis oncologue médical à Nîmes, dans le centre Oncogare. Et donc je vais présenter un peu notre centre. Donc on a mis en place la télésurveillance officiellement au 1er janvier 2025, mais en fait on a une expérience depuis plusieurs années avant.
qui n'était pas validé comme télésurveillance. Donc, on est un centre libéral de cancérologie, de radiothérapie. On a un peu plus de 300 nouveaux patients par an. On fait plus de 10 000 consultations et on a 24 000 séances de radiothérapie. Et on travaille en convention avec le groupe Elsan, la clinique Enval, où on a plus de 1400 places de mise en place de chimiothérapie par an, ce qui représente environ plus de 15 000 séances de chimiothérapie, plus un parcours patient qui était sur les thérapies orales, où on avait mis en place des consultations multipartites qui représentent à peu près 500 patients par an, 500 consultations par an. Donc, nous sommes les prescripteurs en tant que médecins du traitement, et les traitements sont réalisés dans la clinique, que ce soit les chimiothérapies ou les consultations pour les thérapies ciblées. Et on a fait donc depuis très longtemps un partenariat avec la clinique, où on a des consultations d'annonces infirmières qui sont faites en collaboration, l'évaluation des fragilités, les thérapies orales et la télésurveillance qui a été mise en place. Donc moi, je suis Brigitte, je suis l'infirmière coordinatrice et on va vous présenter un petit peu le parcours que l'on a mis en place. Comme le disait le docteur Le Gouff, alors pour nous, c'est une évolution. On faisait déjà de la télésurveillance pour tout ce qui était thérapie orale, mais depuis le 1er janvier, donc on est vraiment sur la télésurveillance remboursée. Donc c'est un petit peu la continuité de ce qu'on faisait auparavant. Non, notre parcours à nous, donc, on commence par la consultation d'annonce médicale où l'oncologue propose au patient le suivi numérique et il réalise, il fait l'ordonnance de télésurveillance. Cette ordonnance, c'est quelque chose qui est indispensable au suivi numérique. Ensuite, je vois le patient. J'évalue déjà l'éligibilité du patient au suivi numérique. J'explique le fonctionnement de l'application au patient et si besoin, je le mets en place, j'installe l'application avec le patient. Pour ceux qui sont vraiment autonomes, je les laisse faire, je les guide. Il faut savoir que le critère d'éligibilité est primordial, donc il faut que le patient soit autonome numériquement parce que c'est lui-même qui va remplir les questionnaires. Ça peut se faire d'une tablette, de l'ordinateur ou du téléphone. Donc ensuite, le suivi se fait par auto-évaluation. Le patient remplit de façon hebdomadaire les questionnaires d'évaluation, donc qui vont porter sur les événements indésirables, les toxicités, les constantes, les critères d'observance et de qualité de vie également. Ensuite, je réalise le suivi de ces toxicités. Donc, de façon quotidienne, je prends connaissance de ces alertes. Les alertes sont gradées et en fonction des événements qui sont retenus par les patients, j'adapte la prise en charge. Donc, j'appelle le patient pour savoir ce qui se passe réellement, s'il faut programmer un rendez-vous, s'il faut prendre contact avec l'oncologue. J'adapte en fait en fonction des événements qui sont révélés par le patient. Ce suivi est mis en place pour 6 mois de façon renouvelable. Et le e-suivi est aussi disponible pour nos patients qui sont en thérapie orale et les patients qui sont en HDJ, c'est-à-dire en chimiothérapie, en traitement intraveineux. Et on peut également faire un suivi des cures IV et faire le suivi entre chaque passage en HDJ. On a voulu vous présenter l'interface de l'application que nous, on utilise. Donc ça, c'est l'interface infirmière. Quand on arrive sur la page d'accueil, c'est ce que je vois de façon quotidienne. Quand j'ouvre mon application, j'arrive sur cette page. Et comme vous voyez, l'interface est quand même assez... on visualise très bien les toxicités. Donc, on voit les grades des toxicités. Il y a la partie discussion également, où le patient peut, en plus de son questionnaire d'évaluation, peut renseigner des informations par le biais de messages. Ensuite, alors ça, c'est la validation des cures d'HDJ. Où on doit renseigner les dates et heures valider les dates et heures de perfusion. On voit si le patient a mis des résultats d'analyse biologique et on peut confirmer ou non les séances prévues. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, pour un patient pour lequel on va faire un plus 8 jours, pour lequel on va retarder sa perfusion, on peut également le renseigner dans l'application.
En bas, vous voyez la gestion des ordonnances de télésurveillance. Donc ça, c'est la partie médicale. Les oncologues ont à disposition toutes les ordonnances qu'ils doivent valider. Et après ça, c'est la partie médicale, c'est-à-dire que nous, on a une icône sur l'ordinateur qui permet de cliquer, on rentre le nom du patient et automatiquement, tous les patients qui sont en télésurveillance, on a cette fenêtre qui apparaît qui permet de voir sur la gauche, là, éventuellement le fil de discussion qui s'est passé, le relevé des constantes, et puis le tableau qui est très bien fait, c'est le tableau sur la droite, où toutes les toxicités qui ont été rapportées par le patient ont été cotées et après sont suivies. Et donc ça permet d'un coup d'œil très simple d'avoir une idée de ce qui s'est passé pendant l'intercure. Et puis, si on a été appelé, il y a des traces qui y sont. Et en bas, il y a le rappel des protocoles de traitement et des ordonnances qu'on peut être envoyées ou pas en fonction des patients, des besoins. Et enfin, vous voyez l'interface patient. Le patient, visuellement, voit ça sur son ordinateur ou sur sa tablette. Il a la partie auto-évaluation avec un agenda qui lui rappelle les dates où il doit remplir les questionnaires. Les messages non lus, parce qu'on peut également envoyer un message au patient et lui transmettre des informations ou des ordonnances. Il a également une partie association, une partie information, où il peut avoir des conseils et des liens vers des associations. Ensuite, la partie qu'il doit remplir, donc c'est la partie constante qu'il remplit. Alors c'est quand même assez aisé. Hein. J'insiste sur le fait que il faut être autonome numériquement, mais même des patients âgés ou qui n'ont pas forcément accès au numérique peuvent le faire facilement. Donc les constantes sont à renseigner. Il y a certains critères qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. Le patient peut renseigner également la douleur, la localiser et indiquer s'il a un traitement antalgique. C'est assez, c'est un critère que les patients remplissent assez fréquemment. Donc moi, je suis Pauline Audière, je suis la directrice d'Oncogard et on va continuer en vous proposant du coup de vous exposer quelques chiffres clés. Donc nous, on a commencé en fait avec Continuum depuis déjà quelques années. Donc les chiffres qui vous apparaissent, c'est depuis février 2022. Donc on voit qu'avant de commencer la télésurveillance remboursée, en moyenne, on avait 7 patients inclus par mois. Et depuis qu'on l'a lancé, nous en interne, en télésurveillance remboursée depuis janvier, on est à 60 patients inclus. On trouvait ça intéressant, je vous le détaillerai pas forcément, mais vous le voyez à l'écran, de vous répartir à peu près par type de pathologie. Chez nous, c'est vrai que ça fonctionne assez bien pour tout ce qui est pathologie du sein, et de voir aussi une petite répartition par âge, mais on est sur notre début de télésurveillance remboursée, même si en fait on a l'expérience quand même depuis un moment. Et pour ce qui est des coûts et de la facturation, juste avant de commencer la télésurveillance remboursée, on passait du coup avec des outils complémentaires qui étaient proposés par Continuum. Ça a toujours été un bout qui était supporté par la clinique ici, puisque Brigitte, qui vous a fait la présentation juste avant, est salariée de la clinique Kenval. Et tout ce qui avait été fait avant la télésurveillance remboursée était financé par l'industrie pharmaceutique, et on avait lancé avec Continuum un partenariat gratuit pour le e-suivi. Depuis du coup le lancement de la télésurveillance remboursée, on est passé sur le système classique de remboursement. On a une petite particularité de notre côté, puisque l'opérateur de télésurveillance, c'est le cabinet libéral Oncogard. Donc c'est nous qui avons fait la déclaration auprès de l'ARS, c'est nous qui faisons la facturation de la télésurveillance. On a une convention de réversion avec la clinique qui, elle, nous met à disposition, du coup, Brigitte, pour pouvoir effectuer le suivi en télésurveillance. La petite particularité de cette organisation, c'est que l'opérateur de télésurveillance étant un cabinet libéral, nous sommes soumis à 20% de TVA, donc c'est quelque chose à prendre en compte éventuellement pour votre organisation. Et ensuite, on va vous présenter du coup les freins et les leviers au global de cette mise en place. Donc en fait, en pratique, là, sur l'expérience qu'on a avant la télésurveillance et sur l'expérience qu'on a aujourd'hui qui s'est amplifiée, ce qui a été compliqué au départ, c'est que on part sur un médecin qui est très motivé, une infirmière qui a envie d'avancer, une direction qui donne les moyens, mais qu'il faut convaincre l'ensemble des médecins d'utiliser la solution et de la proposer au plus grand nombre de patients. Donc il faut démontrer que ça a un intérêt. Le frein, ça peut être c'est le problème que vient de soulever Pauline Baudière, c'est-à-dire que
ce qu'a prévu la tutelle n'est pas encore bien structuré par rapport à la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'un cabinet libéral va reverser 20% de ce qu'il reverse à la clinique, alors que habituellement, quand la clinique touche des honoraires pour les médecins, elle les reverse intégralement avec les prélèvements liés à la convention. Et puis le frein qui est modéré finalement, comme l'a dit tout à l'heure Brigitte, c'est le patient qui doit saisir lui-même ces données et que pour l'instant il n'y a pas de remboursement quand il y a un suivi, une saisie qui est faite par un accompagnant ou par l'infirmière, puisque avant nous on travaillait avec une solution Aquadome où l'infirmière du patient passait toutes les semaines remonter les données dans la plateforme Continuum, et donc ça nous permettait de suivre facilement les patients. Par contre, ça a quand même beaucoup d'avantages et les leviers qu'on a, c'est le gain de temps pour les médecins, puisque du coup, on est moins confronté aux appels répétés des patients. Il y a moins d'urgence puisque les toxicités sont gérées en amont. C'est simple d'utilisation et pour les patients, les infirmières et les médecins, parce qu'on a une icône, on clique dessus, d'emblée, on voit tout ce qui se passe. Et pour le patient, vous avez vu que c'est aussi très simple. Ça permet de gérer de manière très anticipée les effets secondaires, puisqu'on les voit apparaître. Et donc, le premier relais qu'on n'avait pas avant la télésurveillance ou le suivi numérique, c'était l'infirmière, parce que le patient, quand vraiment il allait mal, il l'appelait. Là, d'emblée, on sait qu'il y a un problème qui se passe, et donc, du coup, on est proactif, avec une gestion qui peut être anticipée. Quand on demande aux patients comment ils ressentent la télésurveillance et le suivi, ils sont tous très conscients, très contents de cette mise en place. Ils se sentent vraiment suivis de manière très, très régulière. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui est très positif. Et puis, au fur et à mesure, on a une plateforme qui est très dynamique. C'est-à-dire que, je pense à toutes les plateformes, mais là, nous, notre expérience avec Continuum, c'est que dès qu'on a une remarque, on veut améliorer un système, qu'on a des requêtes, il y a une amélioration du système. Et puis, ça nous a permis de vraiment renforcer et d'améliorer la coordination entre l'équipe libérale de médecins et l'établissement de soins, ce qui est quand même très, très important sur la cancérologie, cette unité de prise en charge là, qui devient encore plus forte que ce qu'elle était avant. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci pour ce premier retour d'expérience. Je vous propose de poursuivre avec le retour d'expérience du CH de Carcassonne. Est-ce que vous avez l'écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, le suivi thérapeutique, le suivi digital thérapeutique à Carcassonne, on va pas revenir sur les bénéfices, mais simplement pour ceux qui ne connaissent pas trop, et j'ai pris une étude avec les 3 plateformes différentes. Le bénéfice tant sur la diminution des effets secondaires, la réduction des hospitalisations, la diminution du recours aux urgences, c'est des choses maintenant qui sont claires, nettes et prouvées. On verra en plus qu'il n'y a pas forcément d'âge et on n'est pas limité par l'âge pour pouvoir utiliser la télésurveillance. Et enfin, le dernier point, qui est un point qui sera peut-être pour l'avenir, c'est qu'il y a des études qui commencent à montrer que les gens, non pas pendant le traitement, mais en post-traitement, qui sont susceptibles d'avoir une deuxième ligne de traitement efficace, peuvent gagner en survie si on les télésurveille après les traitements. Alors, quelques données. Je vous ai mis quelques données parce que c'est important, à mon avis, pour avoir une idée un peu de la charge de travail pour l'infirmière et ce qu'elle est capable de supporter. Donc, nous, on avait commencé en avril 2023 et on arrive à peu près aujourd'hui à un peu plus de 200 patients télésurveillés. Dans ces 200 patients télésurveillés, vous pouvez voir que la moyenne d'âge est à 74 ans, mais quand vous regardez le graphique sur la droite, vous voyez qu'on avait quand même un nombre de patients qu'on a pris en charge non négligeable qui avaient plus de 80 ans. Alors, si on prend les petits trous circulaires en bas, on a essentiellement donc du Péros, on a encore quelques IV parce qu'au départ, on n'était parti que sur du Péros, mais ceux qui avaient du Péros et qu'on transformait après en IV, ont trouvé le système tellement bien qu'ils ont souhaité rester quand même en surveillance. On a essentiellement dans la roue du milieu des patients métastatiques et comme on fait à la fois de la tumeur solide et de l'hématologie, on a une bonne part de nos patients qui sont moelle osseuse, mettez des guillemets, c'est tout ce qui est pathologie hématologique, hors leucémie, type lymphome, myélome essentiellement. On a pas mal de seins et de la prostate pour la plupart des traitements. Alors, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que on a quand même pas mal passé de questionnaires, puisque c'est en américain, donc la virgule, c'est un point. On est à plus de 13 000 questionnaires qui ont été complétés depuis qu'on utilise. Mais c'est surtout le graphe en haut à droite en bleu,
où quand on prend des patients qui démarrent une télésurveillance, donc on a 100% de patients qui sont télésurveillés, on s'aperçoit qu'au bout de la ligne, 1 an après, en 11 mois, on en a quasiment 1 sur 2 encore qui est encore télésurveillé. Ça vient du fait que les traitements sont de mieux en mieux tolérés, de plus en plus efficaces et qu'on les garde de plus en plus longtemps. Alors, dans les choses importantes, c'est la petite roue en bas. C'est que vous vous apercevez qu'il y a 23% de patients qui sont grade 2, c'est-à-dire en gros, on va dire un patient sur 4 qui a des effets secondaires de grade 2. Et c'est surtout ceux-là qui sont hyper importants à bien prendre en charge parce que ça évite qu'ils basculent sur le grade 3, donc des hospitalisations. Et c'est important aussi que les grades 2 ne perdurent pas trop longtemps dans le temps parce qu'un des inconvénients, c'est un risque d'absence d'adhérence au traitement et d'arrêt d'un traitement qui pourrait être efficace. Donc après, vous avez vu avec mon collègue précédemment les différents effets secondaires un peu qu'on peut rencontrer. Il en a parlé tout à l'heure, effectivement, est-ce que les gens sont satisfaits de la télésurveillance? Eh bien, quand on regarde, effectivement, on s'aperçoit que les gens sont satisfaits ou très satisfaits de leur plateforme, satisfaits ou très satisfaits du temps de réponse donné par les soignants et aussi sur la qualité des messages. Alors, c'est surtout la roue du milieu qui m'intéresse dans le sens où la manière dont on travaille actuellement satisfait ou très satisfait l'immense majorité des patients. Parce qu'en fonction en fait, du type de patient qu'on va prendre en charge, il y aura une charge de travail pour l'infirmière qui, au-delà de laquelle, à mon avis, on va perdre en bénéfice. C'est-à-dire que là, on est à peu près à 220 patients. Je pense honnêtement qu'on devrait être capable de monter peut-être à 240, mais vu le type de patient qu'on prend, c'est difficile de faire plus. Si on prenait par exemple que des cancers du sein suivis en hormonothérapie, oui, je pense que la charge de travail pour le personnel paramédical, les alertes seraient moins fréquentes et on pourrait monter peut-être à 350. Donc en fait, la charge infirmière est fonction aussi des pathologies prises en charge. Alors, sur l'organisation, le personnel, nous, on fonctionne avec une infirmière de coordination pour la gestion des thérapeutiques orales. On va, dès le début avril, ouvrir avec une autre infirmière le suivi des patients en thérapeutique injectable. Et puis, bien entendu, les médecins du service sont impliqués, ainsi que les secrétaires, dans le sens où il y a pas mal de relations pour la nécessité de rendez-vous. Alors, nos infirmières, c'est des infirmières qui, quand elles sont en congé, sont remplacées. Donc, les postes sont… il y a une infirmière permanente devant chaque écran. Alors, les modalités de prescription, c'est un peu ce que font mes collègues, mais ce qu'on doit faire un peu partout. Alors nous, on fonctionne de la façon suivante. Soit on voit les patients pour mise en traitement en consultation, et une consultation, il y a forcément l'oncologue et derrière l'infirmière de consultation, et plus ou moins dans le cadre d'HDJ, parce que souvent les patients ont besoin de voir d'autres intervenants. Une fois que les patients ont été vus, on leur parle, l'infirmière de consultation d'annonce du dispositif ainsi que le médecin, et ils sont soit adressés après à l'infirmière qui est spécifiquement responsable du suivi, c'est pas la même que l'infirmière de consultation d'annonce, et à partir du mois prochain, ils pourront être éventuellement adressés à l'infirmière qui gérera l'IV. Alors, un petit mot rapide sur le pourquoi on va se mettre à l'IV. Alors qu'on avait commencé initialement sur les thérapeutiques orales, c'est parce que en fait, ça permet de fluidifier, je pense, l'HDJ. Ça peut intéresser certaines équipes parce qu'il y a des équipes où en fait les oncologues prescrivent et voient le patient au J1 de la première cure, mais éventuellement ne revoient pas forcément le patient au J8, J15 quand il y en a, dans le sens où son protocole, il l'a défini en fonction de la toxicité clinique ou biologique. Et l'avantage des questionnaires que nous, on souhaite faire passer 48 heures avant la venue du patient, c'est de permettre de s'enquérir sur la tolérance du traitement et de ne pas avoir de variations dans le recueil des données, puisque c'est fait au travers de questionnaires. Ça permet bien entendu aussi d'anticiper les plannings. Et puis, l'intérêt aussi, c'est de ce suivi, y compris pour les traitements IV, c'est qu'on a quand même des patients, surtout dans notre département, relativement âgés et qui sont polymédicamentés. Et ça permet d'anticiper aussi la prise en charge des effets secondaires. Alors, un petit peu ce cercle, on va dire, à 3 personnes avec au milieu l'application. Donc, le patient va remplir des questionnaires, mais un peu comme avec les 2 autres plateformes qui sont adaptés
aux thérapeutiques qu'il reçoit. Et en fonction de ça, dans Curity, on a 4 niveaux d'alerte. Un qui n'en est pas un puisque c'est vert, et on grade vis-à-vis du rouge pour avoir une alerte urgente. Alors l'avantage déjà, c'est chaque fois qu'il y a une alerte, il y a des conseils automatiques qui sont renvoyés aux patients. Et ça permet aussi que l'infirmière, elle, voit arriver sur son ordinateur des couleurs différentes et puisse grader son travail en fonction de l'urgence. Alors, en ce qui concerne l'utilisation de la plateforme, chez Curity, les patients qui ne peuvent pas remplir leur questionnaire parce qu'ils ont des difficultés avec l'outil informatique, ils ont dédié une personne de chez eux qui fait passer les questionnaires à ce moment-là à la place du patient, ce qui évite de faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'avant, c'était notre infirmière de coordination qui, pour les patients qui avaient du mal à remplir, les appelait systématiquement. C'était hyper chronophage. Et maintenant que les gens de Curity, pour les patients qui ne sont pas aptes à remplir eux-mêmes, fassent passer les questionnaires, ça permet que l'infirmière se concentre directement sur son métier. Alors, bien entendu, comme j'ai mis en haut à gauche, les patients ont d'autres manières de communiquer à tout moment avec nous s'ils ont besoin. Hein. Ils peuvent nous appeler, ça peut être par téléphone, y compris par email. Alors nous, ce qu'on a fait, on a mis un médecin référent pour l'infirmière, parce qu'effectivement, il ne faut pas que l'infirmière puisse se trouver en difficulté devant des cas un peu complexes ou des besoins de prescription. Donc, en ce qui concerne Curity Peros, on a mis une charte de fonctionnement dans le service où c'est l'oncologue responsable du patient Peros, parce que souvent c'est le même oncologue qui suit les patients Peros, qui est appelé pour faire le point en cas de besoin, ou s'il est absent en congé ou je ne sais, en congrès, à ce moment-là, c'est l'oncologue d'astreinte qui prend le relais. Par contre, dans ce qu'on va ouvrir demain avec Curity IV, ça sera systématiquement l'oncologue qui sera présent le jour J sur la validation des JMU en HDJ, qui sera le référent pour l'infirmière. En ce qui concerne la gestion informatique, alors ce schéma, je vais essayer de vous l'expliquer, mais à mon avis, il est super fondamental pour aussi fluidifier les parcours et éviter que les gens fassent des tâches ingrates. Alors, dans l'hôpital de Carcassonne, c'est les deux logiciels que vous voyez. Tout en haut, CEPAGE, en fait, c'est le logiciel de l'hôpital qui est sur l'identito-vigilance, c'est le gros logiciel. Ce logiciel, en fait, il y a un flux informatique qui est la flèche verte descendante qui va vers Curity, qui nourrit Curity, ce qui permet que quand l'infirmière est sur la gauche dans son logiciel métier, quand elle va vouloir chercher un patient dans Curity, elle n'aura qu'à taper les premières lettres du nom et elle aura automatiquement une liste. Elle va pouvoir choisir dans la liste et l'identité du patient va se remplir automatiquement. Ça fait un gain de temps pour l'infirmière et ça évite aussi les erreurs qu'on pourrait rencontrer dans le remplissage sur le nom, voire sur la date de naissance. Le deuxième flux qui est important et qui va être mis en place, je pense, bientôt, c'est une automatisation de la facturation. Parce que pour l'instant, effectivement, c'est comme partout, c'est le médecin que vous voyez en bas sur l'écran qui prescrit, ça passe dans Curity. Et jusqu'à présent, en fait, l'hôpital, à travers de CEPAGE, a une connexion pour récupérer les éléments à facturation, mais il les récupère, l'établissement hospitalier, je ne sais même pas à quel rythme. Je ne sais pas si c'est tous les 15 jours, tous les mois, j'en sais rien. Mais du moment que notre flux est déjà important de patients et qu'on va l'augmenter, l'idée, ça va être de mettre un flux de manière à ce que de la prescription du médecin, en passant par Curity, ça remonte par un flux informatique automatique à CEPAGE pour aller directement vers l'organisme payeur. Donc, le but, c'est vraiment d'automatiser toutes les tâches. Et le dernier flux qui nous manque, c'est la flèche orange que vous voyez, sur laquelle il y a marqué questionnaire patient, qui devrait être mis en place là, dans les semaines à venir, parce que le flux existe, il n'y a qu'à le brancher, pour que tout ce qui est mis tracé dans l'application Curity remonte automatiquement dans le logiciel métier
de manière à ce que le médecin ou l'infirmière du service, si elle a besoin d'ouvrir un dossier patient, elle y retrouve à l'intérieur les données Curity et qu'elle ne soit pas obligée d'ouvrir en parallèle à la fois le logiciel métier et Curity pour pouvoir retrouver les informations. Alors, dans le futur, simplement, c'est qu'on va très rapidement s'orienter vers une demande de délégation de tâches auprès de l'ARS pour nos infirmières, histoire qu'elles puissent avoir l'autorisation de prescrire ne serait-ce que du paracétamol, de l'Imodium ou du Spasfon, des médicaments, on va dire, standards pour lesquels jusqu'à présent elles viennent nous demander de signer des ordonnances qui, je veux dire, si elles avaient eu l'autorisation, auraient permis de gagner du temps pour tout le monde, puisque c'est des infirmières qui répondent quand même à un certain niveau d'ancienneté dans le service et de compétences. Et voilà où on en est. Après, ça sera pour le futur. Je pense que, mais ça c'est pour les gens qui réfléchissent au niveau des décisionnaires. Je pense que les gens qui sont aussi en soins de support, donc c'est pas remboursé aujourd'hui, sont des gens qui, à mon avis, mériteraient d'être surveillés, ce qui éviterait de voir arriver aux urgences des personnes dans un état des fois un petit peu lamentable et permettre une prise en charge beaucoup plus rapide et beaucoup plus adaptée pour augmenter la qualité de vie de ces patients et surtout diminuer les hospitalisations imprévues. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur notre pratique à Carcassonne. Alors, merci beaucoup. Je vous propose que les différents intervenants réactivent tous leur caméra. Je ne sais pas, du coup, si entre intervenants, vous avez des questions aussi à poser pour ouvrir la discussion. Moi, je n'ai pas de questions particulières. La seule chose, mais je suis un peu, je pense, comme tous les gens qui utilisent cette application, ça nous a vraiment changé la vie, je veux dire, dans la qualité de prise en charge des patients, je veux dire. Ce que j'ai mis en première diapositive, c'est une réalité qu'on anticipe les problèmes et qu'on voit moins de gens arriver aux urgences, moins de gens qui demandent une consultation au dernier moment parce que, je veux dire, ils ont trop mal ou ils ont trop d'effets secondaires. On anticipe vraiment beaucoup les choses et c'est là le bénéfice du système. Le dimensionnement au départ de l'équipe, du temps consacré à la gestion des alertes, est-ce qu'il a été, ça a été compliqué pour vous? Enfin, chacun peut peut-être apporter sa réponse, ou ça s'est fait assez rapidement, tant de patients et par pathologie, j'ai bien compris, hein, il faut tant de temps d'infirmière, voilà, dans l'organisation quotidienne de votre activité. Alors, j'allais dire, non, on n'est pas. Les CHU, apparemment, dans la région, s'y sont pas spécialement mis pour l'instant, mais nous, de toute façon, on avait demandé à notre hôpital, au départ, de dire si on se lançait sur une nouvelle activité, de toute façon, on avait besoin d'une infirmière, dans le sens où notre infirmière de consultation d'annonce était déjà largement surbookée et qu'il nous fallait quelqu'un. Donc, par définition, on a eu Cécile, qui est à côté de moi. On n'avait pas d'idée exactement, parce que quand vous écoutez les gens qui font de la télésurveillance, quels qu'ils soient, ils vont vous dire oui, on peut monter jusqu'à 350, 400 patients, etc. Mais tout dépend de ce qu'on fait. Moi, je suis persuadé que quelqu'un qui fait que du sein, qui fait que de la surveillance d'hormonothérapie, et je pense que c'est important pour pas que les gens décrochent de leur traitement, je veux dire, il n'y a pas la même implication. C'est des femmes qui sont souvent plus jeunes, vont avoir des douleurs articulaires, excusez-moi de mettre, je vais mettre des guillemets pour dire des petites choses, elles n'ont pas d'autres pathologies associées, donc effectivement ça va passer beaucoup plus vite, vous allez pouvoir prendre plus de patients en charge. Si vous faites du poumon, parce qu'on a un gros recrutement poumon, si vous faites de l'hémato ou de l'uro hors prostate, j'allais dire, effectivement c'est des patients qui sont plus complexes et votre infirmière va être beaucoup plus dérangée et vous ne pouvez pas lui demander de prendre autant de patients. Et je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues dans le Gard, mais moi, je n'avais pas d'idée préconçue, je veux dire. Moi, j'ai une idée maintenant, je sais que, elle est à côté de moi, je ne veux pas trop charger la mule, j'allais dire, mais je pense qu'elle peut prendre encore 20 patients de plus, mais je pense que 240, on va arriver dans la limite de ce qui est faisable, en sachant que le partenaire qu'on a eu conscience, puis de toute façon, si vous voulez gagner de l'argent aussi, parce que ça va avec, il fallait absolument qu'il nous aide pour le remplissage des questionnaires parce que ce n'était pas à nous de les faire passer. Donc, on a une partie de nos personnes maintenant où les questionnaires sont remplis
grâce à l'aide de Curity, ce qui libère du temps infirmier aussi pour travailler correctement. Et quand on voit les résultats des patients qui nous disent le temps de réponse de l'infirmière et son intervention est efficace ou très efficace à plus de 90%, je me dis on a le bon ratio pour l'instant. En fait, sur la mise en place qu'on avait de la télésurveillance, en fait, c'est une question de volonté à un moment donné, de dire on parle de la consultation d'annonce, on veut faire plus, on a un établissement de santé qui accepte de mettre à disposition du temps personnel, donc c'était le cas pour Brigitte, et on est parti sur une pathologie qui était le sein, parce que moi j'étais très impliqué sur ce parcours patient, et que donc du coup j'avais envie d'avancer là-dessus. Et après, ça fait tache d'huile petit à petit dans le service sur les autres pathologies, et quand on s'aperçoit que ça marche bien, que c'est efficace, et que ça permet de gagner du temps, et que les patients sont contents, bah, au fur et à mesure, on monte en charge. Je pense que ce qui est important, c'est, enfin, je suis d'accord avec M. Labouré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir initialement combien on va traiter de patients, combien on va proposer de patients. Je pense que l'important, c'est de mettre en place, et puis en fonction de ce qu'on ressent et des retours qu'on a, bah, de monter petit à petit la charge de travail. Le fait que ce soit remboursé aujourd'hui, ça permet de financer. Je pense que aujourd'hui, on peut faire un partenariat avec l'établissement en disant on va mettre en place un parcours de soins qui va être financé, donc il va financer les personnels qui vont le remplir. Et ça, c'est ce qui permet aujourd'hui, ce que permet aujourd'hui la télésurveillance, c'est que on fait plus uniquement dans notre coin un accompagnement du parcours patient. C'est vraiment une bonne structuration, je pense, qui est positive pour les patients. Merci. Nous avons deux questions. Alors, une question, combien de temps entre la décision de mettre en place et la mise en place effective? Et puis après, il y a deux personnes qui lèvent la main pour poser leurs questions en direct. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre en premier. C'est assez immédiat, je veux dire. Cécile peut peut-être répondre un petit peu comment ça se passe. Administrativement ou concrètement? Alors, je pense peut-être la personne peut préciser la question, mais c'est plus la mise en place du dispositif au sein de l'établissement. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends la question. Du dispositif au sein de l'établissement. Alors, c'est pas précisé. C'est vrai que moi, je le comprends dans ce sens-là. Entre le moment où on a eu le feu vert, la mise en place du poste, après, l'application, elle est facilement... Après, moi, je pense que si c'est la mise en place dans l'établissement, la seule chose qui a chopé jusqu'à présent, c'était l'argent. Parce qu'il fallait demander à un directeur de mettre un personnel en face de pas d'argent. Donc, qu'il soit dans le public ou le privé, c'est difficile. Aujourd'hui, on sait que c'est 28 € par patient. Donc, ce n'est pas très compliqué de dire qu'on prend le salaire d'une infirmière chargée, on regarde combien ça fait, on a tout de suite, on divise par 28, on sait le nombre de patients qu'il nous faut, et ce n'est pas compliqué avec un directeur d'aller voir, de dire, ben voilà, on aura tant de patients, puisqu'on sait le nombre de personnes qu'on traite, qui vont rentrer dans le dispositif, votre infirmière, elle est payée, et avec tout ce qu'on sait aujourd'hui des bénéfices de la télésurveillance, je veux dire, je ne vois pas pourquoi un directeur, mis à part qu'il ait des difficultés de recruter du personnel comme tout le monde, mais ne peut pas y aller très rapidement. Et les choses se font très vite au niveau après de la demande, au niveau de l'ARS, c'est des choses qui sont rapides, facilitées, que tout le monde connaît bien maintenant. Voilà, après, c'est plus le choix de la plateforme, mais une fois qu'on a discuté avec les uns ou les autres, c'est des choses qui vont très, très vite. Après, c'est plus, comme disait le docteur Le Gouff, c'est d'emmener l'équipe, les collègues dans des nouveautés, des choses où, enfin, c'est pas tellement, ça vient pas à l'esprit d'un oncologue et peut-être dans d'autres disciplines non plus. Les gens, ils vous regardent en disant, oui, d'accord, à quoi ça sert, quoi. Ben, c'est ça, il faut aller convaincre, c'est plus ça. Mais après, une fois qu'on a réussi à convaincre, enfin, je pense que j'ai du mal à concevoir qu'aujourd'hui, au niveau des établissements, vu tout ce que ça apporte en qualité, le retour des patients, je ne comprends pas comment l'établissement n'y aille pas, si vous voulez. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Ça peut aller très vite. C'est plutôt en interne qu'il faut arriver dans un service à se convaincre. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, la mise en place administrative, c'est vrai qu'il y a tout un dossier administratif à remplir, à préparer. Ce que tu as dit tout à l'heure, elle a passé pas mal de temps à remplir pour chaque médecin, l'autorisation. C'est un dossier administratif à remplir qui prend, je sais pas, entre
au moins 3 mois, le temps de... Non, le dossier va assez vite, mais c'est plutôt après sur la mise en place des flux patients. Nous, comme on était deux interlocuteurs différents, en fait, et le cabinet et la clinique pour l'organisation un petit peu des flux, de la mise en place de la plateforme, plus la facturation, etc., on va dire qu'on est entre 3 et 6 mois pour vraiment un lancement effectif et fluide et qui fonctionne. Mais c'est pas non plus, je pense que ça peut se faire plus vite aussi. Merci. Alors, on a un petit peu débordé, mais vu qu'on avait pris du retard, je vous propose qu'on prenne les deux questions. Donc, peut-être Gisèle Compassi pour commencer. Normalement, vous avez la main pour ouvrir votre micro. Alors, sinon, Cathy Marc. Oui, voilà. Bonjour. C'est une question pour le CH de Carcassonne. Je suis Cathy Marc, la coordinatrice de la Fédération de cancérologie du CHU de Montpellier. Est-ce que j'ai bien compris, pour l'instant, vous avez développé Curetti, mais sur les thérapies orales seulement? Alors oui, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. À partir de mi-avril au plus tard, on a une infirmière qui va ouvrir la partie Curité IV. Ok, d'accord. Merci. Madame Compassi, si vous voulez poser votre question, normalement, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. C'est bon, vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Excusez-moi. Voilà, je suis Gisèle Compassi, donc je suis infirmière de coordination sur une télésurveillance infirmière que nous avons mis en place dans le service d'hématologie à Toulouse. Donc ça fait 19 ans que nous faisons de la télésurveillance infirmière, depuis 2006. Voilà, mais nous n'avons jamais fait la démarche évidemment d'être remboursés. Nous utilisons une application, un dispositif numérique, mais apparemment, voilà, ma question était, le dispositif numérique qu'on utilise, c'est MashLink, et d'après ce que j'ai vu, il n'est pas par rapport il n'est pas remboursable. En fait, c'était ça. Oui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, pardon, Madame Compassi, donc les 3 dispositifs médicaux numériques qui sont remboursés, c'est donc Résilience Pro, Curity et Continuum Plus. Et donc, pour être éligible à un remboursement, il faut que le fabricant du dispositif médical numérique fasse des démarches vis-à-vis de la Haute Autorité de Santé et fasse des démarches vis-à-vis de l'Agence du numérique en santé. Mais ça va dépendre de la revendication du fournisseur, de celui qui élabore ce dispositif médical numérique. Soit il revendique un accès anticipé au marché, donc il aura encore 12 mois pour faire l'épreuve de sa solution. Et à ce moment-là, il consulte la Haute Autorité de Santé et il dépose également un dossier auprès de l'ANS avec ses revendications. Il remplit des dossiers, il y a des guichets pour ça. Soit il revendique une inscription directe dans le droit commun. À ce moment-là, il doit passer par la Haute Autorité de Santé. Et puis, une fois que la Haute Autorité de Santé a donné son accord, il peut préparer aussi pour se faire référencer ensuite auprès de l'Agence du numérique en santé. Mais donc, on peut l'aiguiller, votre fournisseur, mais ça ne peut pas être remboursé puisque vous n'utilisez pas un dispositif médical numérique autorisé par le ministère. Mais vous pouvez revenir vers moi et puis ou votre industriel, et on peut l'aiguiller. D'accord, c'est important parce qu'on est à des milliers et des milliers de patients depuis 2006. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à se faire rembourser, mais bon, c'est important. On a beaucoup de patients et donc ça serait bien qu'on puisse le faire. Juste pour pas prendre de temps, moi je crois que je rebondis sur ce que disait le docteur Labouré. C'est vrai que le télésuivi infirmier, puisque c'est ce qu'on met en place dans nos hôpitaux, ça a permis une amélioration de la prise en charge des patients. Nos patients ne passent plus par les urgences. Nous avons même prouvé et publié à l'international, aussi bien infirmiers que médecins, que ça avait réduit même les décès par toxicité de chimiothérapie, la télésurveillance infirmière. Donc, je crois qu'on est sur le bon chemin. Ce qui est remboursé, c'est la télésurveillance médicale. Dans le droit commun. Oui, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Après, j'ai une équipe derrière, une infirmière, ou des infirmières qui est une équipe, mais il faut un médecin dans l'équipe. Voilà.
Alors, Oui, mais on a les médecins, sinon, vous savez, on n'aurait pas pu mettre en place ce projet si les hématologues n'étaient pas derrière nous. C'est un binôme, infirmière-médecin. Hein. On est bien d'accord. C'est d'ailleurs les témoignages l'ont montré. Merci aux intervenants qui ont témoigné de leur expérience. Alors, merci, je suis désolée, mais on a déjà bien débordé. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais ce que je vous propose, c'est qu'on va vous envoyer à tous un questionnaire de satisfaction. Dedans, vous aurez la possibilité de poser les questions que vous n'avez pas forcément eu la possibilité de poser aujourd'hui, et on pourra y répondre dans une foire aux questions sur la page télésurveillance sur le site internet d'Onco-Occitanie. Donc, n'hésitez pas déjà à aller la consulter. Vous aurez en tout cas les informations qui ont été présentées en introduction du webinaire, avec le lien aussi vers les documents sur le site du ministère et sur le site de l'assurance maladie. Je vais vous proposer de clôturer la session parce que voilà, on a déjà bien débordé. Un grand merci à tous nos intervenants, un grand merci aux participants. Je vous souhaite une bonne journée.